Salam alaikum, Mazoul Fillaoun. Bonsoir. 18 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont péri à Ouargla, brûlés vifs. 18 personnes, dont 2 enfants et 3 femmes. Plus une cinquantaine de brûlés, certains dans un état jugé grave. La tragédie a été causée par un court-circuit, selon les déclarations de Saïda Ben Habils, présidente du Croissant Rouge algérien. Ce qu'elle se garde bien de dire, par contre, c'est que le local où eut lieu le sinistre, un hangar qui abritait plus de 600 personnes, ne répond à aucune norme de sécurité et d'habitabilité. Un local pire que tout ce qu'on pourrait imaginer. Pourtant, la même présidente du même Croissant Rouge en parle comme si c'était déjà trop faire pour ces gens que de les héberger dans de telles conditions. Voici ce qu'elle a déclaré à ce sujet. Au lieu de les laisser dehors, nous mettons à leur disposition un centre ouvert. Nous n'enfermons pas les gens comme cela se fait ailleurs. Fin de citation. Lors d'un passage dans une chaîne télé, dans une autre chaîne de télévision algérienne, c'est à peine si elle n'a pas invité les migrants économiques, nous précise-t-elle, à rentrer chez eux. On ne savait plus d'ailleurs très bien si c'était bien la présidente du Croissant Rouge qui s'exprimait. En tout état de cause, ce tragique événement n'a fait que révéler l'immense détresse dans laquelle se trouvent ces multitudes de migrants subsahariens. Sous prétexte qu'ils sont entrés dans le pays de façon clandestine, illégale, ils sont traités comme des infra-humains. L'Algérie n'est pour eux, pourtant, qu'un pays de transit. Leur objectif est de traverser la Méditerranée pour migrer en Europe. Ils ont été forcés de quitter leur terre, leur famille, pour se jeter sur ces routes amères de l'exil. Et combien amères! Certains ont quitté leur patrie parce qu'ils y ont été poussés par la violence. D'autres pour des raisons économiques, certes. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger, parfois même pas d'eau à boire, d'eau potable à boire. Ils n'ont plus rien à perdre. Nombreux parmi eux ont laissé à leurs familles respectives l'espoir qu'ils reviendront un jour comme leurs autres compatriotes qui ont réussi à s'installer en Europe. C'est cet espoir-là d'une vie meilleure, de pouvoir donner à leurs enfants un confort qu'ils n'ont jamais eu, un robinet d'où coule de l'eau courante, un intérieur à peu près confortable, de l'hygiène, une nourriture saine et abondante, qui les a fait s'arracher à leur terroir. Comparé à leur aventure, l'Odyssée est une sinécure 5 étoiles. Pour traverser l'Algérie et le Maroc et arriver enfin à franchir les murs de Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc, dont ils pensent pouvoir franchir les barrières pour se retrouver en Espagne. S'ils ont une chance sur un millier, alors ils s'estiment heureux, puisqu'ils
sur les millions qui quittent leur pays respectif, seuls quelques dizaines de milliers parviennent à se retrouver en Europe et à pouvoir enfin solliciter le statut rêvé de réfugié. Pour y arriver, ou du moins pour arriver dans la région de Ceuta, pour y mener une vie sauvage dans les forêts avoisinantes de la ville, ils passent généralement 4 à 5 ans depuis les frontières algériennes jusqu'à Ceuta. De dures pérégrinations, puisqu'ils doivent travailler tout le long de leur route, parfois mendier pour pouvoir se nourrir, parfois payer leur passage à des gens en tout genre, qui les raquettent sous peine de les raccompagner à la frontière vers leur pays d'origine. Ce terrible accident, ou plutôt cette criminelle négligence, qui vient d'entraîner la mort de 18 des leurs, n'aura montré qu'une toute petite partie de ce qu'ils endurent. Et le racisme ordinaire qui les accable s'est banalisé au point où il ne choque presque plus personne. Aujourd'hui, El Watan. 18 subsahariens périssent dans un incendie. Terrible drame à Ouergla par Horia Aliwa. Le matin, Algérie. 18 morts dans un incendie ayant touché un centre d'accueil pour réfugiés africains à Ouergla. Sénépeople.tv. Tragédie en Algérie. 18 migrants africains brûlés vifs dans un incendie. Avec nous aujourd'hui, Leila Barato, journaliste à Alger, Mahmoud Koko, migrant à Ouergla, et Salah Dabouz, avocat et président du Bureau national de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous allons commencer par Salah Dabouz, justement. Salah Dabouz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, dites-moi, Salah Dabouz, d'abord, essayez de nous dire quelque chose sur ce tragique événement. De vous dire quelque chose sur quoi j'entends mal parce qu'il y a du bruit autour de... Je ne suis pas coupé de la régie, donc j'entends du bruit. Vous entendez le bruit de la régie. Donc, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vous entends un peu mieux. Alors, dites-nous un peu ce qui s'est passé à Ouergla, d'abord, les faits. Je ne reçois rien. Peut-être qu'il y a un problème avec votre micro. Le problème est que nos autres invités, nous n'arrivons toujours pas à les joindre. Mais nous allons garder notre calme, n'est-ce pas? Alors, donc, Salah Dabouz, est-ce que vous m'entendez mieux? Alors, en attendant que nous puissions régler le problème, nous allons inviter tout à l'heure quelques-uns de nos amis des réseaux sociaux, des blogueurs, qui se sont exprimés sur la question, et donc nous attendons de pouvoir les joindre pour leur permettre de faire de très courtes interventions pour parler de ce problème, de cet événement tragique qui a vu 18 êtres humains perdre la vie dans d'atroces conditions. Ils ont été brûlés vifs. Alors il semble que selon la présidente du Croissant Rouge, qui est donc devenue le porte-parole je ne sais pas qui pour s'exprimer sur la question, nous dit que c'était un court-circuit, lequel court-circuit aurait pris sur des réseaux de chauffage, mais il semble que ce soit plutôt que cela serait dû à de très nombreuses bonbonnes de gaz qui servent aux migrants à se chauffer et à faire leur cuisine. Et vous imaginez un hangar où végètent, où vivent, où grouillent 600 personnes, on se serait attendu au moins à ce qu'il se passe un tel incident pour ne pas trop... Mais sinon, d'une façon générale, c'est l'occasion peut-être de parler
de ces gens, de ces frères en humanité qui se trouvent en Algérie, au Maroc, en Libye, en Tunisie, qui essaient de passer en Europe. Ils ont été chassés par la misère, par la famine, par des guerres civiles. Ils traversent nos pays où ils sont, il faut le reconnaître, très mal reçus. Nous-mêmes qui éprouvons, qui savons ce qu'est le racisme ordinaire en Europe, qui savons comment est brûlante cette douleur de gens qui sont très mal reçus, qui sont regardés, qui sont lorgnés comme des infrahumains chez nous, dans nos contrées, les subsahariens sont eux aussi très mal reçus. Ils sont généralement l'objet d'une sorte, au moins d'indifférence, si ce n'est de mépris. Ils sont poussés à la mendicité, bien souvent, parce qu'il n'y a pas de vraie prise en charge. On les laisse entrer parce que leur nombre est trop important pour pouvoir les bloquer à la frontière, mais sans pour autant leur permettre ces droits qu'ils sont en droit de recevoir en tant que réfugiés par rapport aux principes universels qui régissent ce genre de situation. Donc ils sont reçus par-dessus la jambe, ils sont traités comme des infrahumains, comme je viens de le dire. Et donc voilà. Mais en attendant que nous puissions contacter donc nos invités et régler ce problème de studio, nous allons prendre un court instant, un petit intermède, un court instant d'interruption et nous revenons tout de suite. Merci. Avec nous, Salah Dabouz. Merci, Salah Dabouz, d'avoir accepté notre invitation et excusez-nous pour ce fâcheux contretemps. Ce sont les aléas du direct, ça peut arriver à n'importe qui. Salah Dabouz, oui. Donc, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité, moi aussi. Et là, on vous entend très bien. Alors, dites-nous, Salah Dabouz, d'abord dites-nous ce qui s'est passé à Ouargla. Bon, ce qui s'est passé à Ouargla, c'est un des centres, je crois qu'il y a 57 ou un peu plus des centres de regroupement des ressortissants nigérians pour les rapatrier chez eux. Donc l'un de ces centres se trouve à Ouargla. Donc il y a eu un incendie et 18 morts et un certain nombre de blessés. Ça, c'est ce que nous a communiqué, ce qu'a communiqué les sources officielles. Donc voilà, c'est ça ce qui est arrivé. Mais Salah Dabouz, c'est donc un centre de rétention où ceux qui y sont, c'est des gens qui attendent d'être expulsés, c'est bien ça? Exactement, c'est bien ça, oui. Et comment peut-on mettre 600 personnes, dont des femmes, des enfants, dans un hangar? Alors, normalement, on n'a pas le droit d'abord de faire des centres de rétention pour expulser des réfugiés qui ont fui des conditions difficiles de leur pays pour venir en Algérie et chercher des conditions meilleures. Que ce soit pour des raisons, il faut bien savoir que n'importe quel pays au monde et qui reçoit des réfugiés, que ce soit pour des raisons politiques, sécuritaires ou économiques, il est tenu de bien les recevoir et de les traiter convenablement, exactement comme il traite sa population, sauf qu'ils ne sont pas de nationalité de ce pays, c'est-à-dire ils ne peuvent pas participer à certaines activités nationales qui engagent que les gens qui ont une nationalité.
À part ça, ils ont droit exactement au même traitement que normalement les citoyens algériens. Ce sont des choses qui engagent les pays qui sont membres des Nations Unies et qui ont signé un traité dans ce sens. Donc notre pays ne respecte pas au moins par rapport aux ressortissants nigériens. Mais sinon, les ONG en la matière nationale et internationale, par exemple, le Croissant Rouge, question algérien, sinon, par exemple, le HCR, le Haut Comité aux réfugiés, qui sont présents en Algérie, ils ne voient pas ce genre de dépassement, ces violations graves à la moindre de l'humanitaire? Alors, pour le Croissant Rouge étant un satellite du régime, je vois très mal comment il va voir ce dépassement et comment il va faire, c'est-à-dire comment il peut, à la limite, faire des remarques pour demander au gouvernement de respecter ses engagements, d'autant plus que c'est lui-même qui organise cette expulsion. C'est-à-dire que le gouvernement organise l'expulsion de ces ressortissants en instrumentalisant le Croissant Rouge et aussi les services de sécurité, les services de police qui traquent les réfugiés dans les grandes villes, même dans les autres villes, et les mettent dans des bus. Ces bus, ils portent les couleurs du Croissant Rouge qui ramènent ces ressortissants dans ces centres et ils les mettent dans ces centres pour ensuite les expulser chez eux. Donc, attendez, maître Dabbous, parce que là, moi, j'hallucine. Vous êtes en train de nous dire que le Croissant Rouge participe aux opérations d'expulsion? Exactement. C'est pas qu'il participe, c'est lui qui organise tout ça. C'est-à-dire tout ça, c'est organisé sous les couleurs du Croissant Rouge. C'est-à-dire que le Croissant Rouge il sert de parapluie pour le gouvernement pour organiser cette expulsion. Alors donc, ça dure depuis plusieurs mois. On a attiré l'attention. Mais normalement, Salah Dabbous, la moindre des choses, hein, dans n'importe quelle république moyennement honorable. Vous m'entendez, Salah Dabbous? Oui. Alors normalement, l'expulsion, en matière d'expulsion, c'est une opération qui relève des autorités, des pouvoirs publics. C'est une opération de police. Qu'est-ce qu'une association à caractère humanitaire fait là-dedans? C'est incroyable. Mais attendez, cette expulsion, comme beaucoup de choses en Algérie, on lui prête des termes un peu diplomatiques qui ne sont pas exactement ce qu'elle est dans la réalité. C'est-à-dire le Croissant Rouge appelle cette opération l'opération de rapatriement des ressortissants nigériens à leur demande. C'est ce que veut nous faire croire le Croissant Rouge. Or, en réalité, quand on a essayé de comprendre comment ces ressortissants ont formulé cette demande, le Croissant Rouge nous a répondu que c'est le gouvernement nigérien qui a demandé au gouvernement algérien de rapatrier ces ressortissants. Donc, la demande, en fait, n'émane pas de ces ressortissants, elle émanerait, parce que moi je dis sous toute réserve, j'imagine que c'est le gouvernement algérien qui a aussi demandé au gouvernement nigérien d'exprimer cette demande pour... Alors donc, on ne peut pas être loin de ce scénario, mais bref, on va supposer que c'est réellement le gouvernement nigérien qui a demandé au gouvernement algérien de rapatrier ces ressortissants. Donc, le gouvernement algérien, officiellement, demande au Croissant Rouge d'organiser cette action, entre guillemets, humanitaire, qui est de rapatrier des Nigériens à leur pays, à leur demande. Or, ils n'ont jamais formé une demande. Ils sont même traqués par les services de sécurité pour les remettre au Croissant Rouge, qui les met dans des bus et qui les met dans des centres de rétention, comme vous l'avez bien dit. Et aujourd'hui, on a cet accident, comme on a eu un accident de bus, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois de décembre 2014, il y a eu 9 morts. Donc, en fait, c'est un bluff organisé par le gouvernement avec la participation du Croissant Rouge pour tout simplement expulser en violation des conventions internationales qui engagent l'Algérie, des ressortissants qui ont fui leur pays
et les responsables du gouvernement algérien, avec les responsables du Croissant Rouge qui ont accepté de servir de parapluie et de participer dans cette expulsion, en violation des droits humains, ont décidé de rapatrier des ressortissants nigérians dans leur pays, sachant que les conditions de leur fuite sont toujours là. Puis, il y a des déclarations de la présidente du Croissant Rouge, non seulement qui reconfortent ce qu'on a dit, mais qui apportent d'autres éléments encore plus graves. Dans une émission de télé où j'étais moi-même invité, elle est intervenue pour dire premièrement que ce traitement est réservé seulement aux ressortissants nigériens. C'est-à-dire qu'il y a de la ségrégation. Et elle dit aussi... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Poursuivez, Maître Dabouz. Alors, elle dit aussi que ce sont des instructions très précises. C'est vrai qu'elle ne dit pas d'où ces instructions émanent, mais j'imagine que ça vient des autorités du gouvernement, très précises, qui demandent au Croissant Rouge de faire rapatrier des ressortissants nigérians. Et troisième déclaration aussi grave, elle dit qu'on a su que beaucoup d'enfants du Niger étaient sous l'influence d'une certaine mafia au Niger qui les utilisait pour des travaux de mendicité. Et donc, sachant qu'il y a une mafia qui exploite ces enfants, le Croissant Rouge algérien et le gouvernement algérien ont décidé de traquer ces enfants et de les retourner chez eux avec le risque, ce n'est plus un risque, ça devient une certitude, qu'ils soient encore exploités par cette mafia. Donc ce sont ces trois points qui m'ont personnellement choqué, que la présidente Mme Benhabines du Croissant Rouge avait déclaré au cours d'une émission dans une chaîne privée qui a conforté notre c'est-à-dire position, mais qui nous a choqué plus pour apporter d'autres éléments qui prouvent que c'est vraiment une mise en scène, mais très très mal conçue. Restez avec nous, Salah Dabouz. Je reviens à vous dans un instant. Je rappelle que nous n'arrivons pas, que la journaliste Leila Barato vient de décliner. On aurait voulu qu'elle décline avant, pas pendant l'émission, mais ça ne fait rien. Et que nous ne parvenons pas à joindre Mahmoud Koko, un migrant qui se trouve à Ouargla, qui aurait assisté à la tragédie, ou du moins qui sait ce qui se passe dans cette région d'Algérie. Mais sinon, donc, nous allons prendre nos amis des réseaux sociaux qui sont avec nous aujourd'hui pour nous apporter leur idée, leur avis sur la question. Nous allons commencer par Salah Hijab. Salah Hijab, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Jamel, bonjour à tout le monde. Merci. Alors, Salah Hijab, vous avez entendu ce que vient de dire Maître Salah Dabouz? Oui, j'ai suivi tout ce qu'elle a dit, toute l'actualité, et le problème, ça date pas d'aujourd'hui, comme il a mentionné bien Maître Salah Dabouz. Ça date l'affaire aussi avec les réfugiés syriens, ça date l'accident de bus, et toujours c'était comme ça. C'est juste parce qu'aujourd'hui, nous, comment dire, on doit démasquer ce qu'elle appelle, comment dire, cette institution qui est censée être à côté des pauvres, qui est devenue un instrument de l'État. C'est à l'image des partis politiques qui soutiennent le pouvoir, à l'image du syndicat, le GTA qui soutient le pouvoir. Donc aujourd'hui, passons à l'action. Il faut vraiment, il faut nationaliser cette institution. Et il faut qu'elle parle vraiment au nom des réfugiés. Parce que ce qu'elle fait, ce qu'elle a dit, il est très très grave. Parce qu'il y a un témoignage des habitants de cette région. Ils disent que c'est des hangars qui étaient vraiment pour stockage de certains produits. Et même d'après les articles que j'ai suivis, il y avait même une porte qui était fermée. C'était grâce à certains réfugiés qui ont grimpé un mur de 6 mètres pour passer de l'autre côté, pour ouvrir une porte, pour éviter qu'il y avait moins de morts. Et encore, sincèrement, là, dans cette affaire, ça nous montre, comment dire, à nous de bouger. Je salue l'association Nasser Khair de Ouargla,
qui était vraiment, elle était là, ça nous montre vraiment le caractère généreux des Algériens. Donc aujourd'hui, passons beaucoup plus à l'action, parce que nous savons très très bien que le pouvoir algérien ne soutient que les réfugiés de Polisario, et ça c'est pour une affaire avec le Maroc, pour sa guerre froide. Et tout le monde a suivi la semaine dernière une lettre qui a été, apparemment, et c'était signé le président, mais je ne sais pas qui l'a écrit, c'était une lettre pour réitérer son soutien à l'autodétermination des Polisario. Donc là, on aimerait bien lui dire, on aimerait bien qu'il soutienne l'autodétermination du peuple algérien, et cela, ce sera le jour où on choisira nos gouverneurs lors des élections transparentes et une participation massive du peuple algérien. Salah Dabbouz, Salah Hijab, vous avez entendu Maître Dabbouz nous dire, moi je ne savais pas très franchement, que le Croissant Rouge se charge de l'expulsion, sous des prétextes humanitaires, de l'expulsion de ces gens. C'est lui qui gère les centres de rétention où ils sont maintenus, où ils sont enfermés, et c'est lui qui les accompagne vers la frontière et qui les fait sortir, qui les exfiltre. Vous étiez au courant de ça? Moi, je l'ai suivi la dernière expulsion ils étaient à Tizi Ouzou. Et là, à cette période aussi, j'ai appris l'affaire grâce au maître Salah Dabbouz, grâce à Al-DH. Et donc aujourd'hui, on devrait absolument remonter cette information à la Fédération internationale de Croissant Rouge, et que elle doit retirer, ou on doit plus continuer dans cette phase, parce que ça ne marche plus. Ce qui se passe aujourd'hui, il est vraiment très très grave. Grâce à toutes les magouilles que fait le pouvoir, le système algérien, comment dire, les choses ont changé leur place, tous les concepts n'ont plus le même sens. Donc vraiment, il est temps d'agir, et quand je dis agir, ce n'est pas par des commentaires ou par des simples interventions, on doit passer vraiment à la vitesse au-dessus. Restez avec nous, Salah Hijab. Iskandar Debbache, nous vous avons rappelé aujourd'hui aussi, parce que nous savons que vous militez pour les droits de l'homme, que vous suivez de très près ce genre de situation. Alors, votre impression, votre sentiment? Iskandar Debbache? Iskandar Debbache, est-ce que Iskandar est avec nous? J'ai passé pratiquement 5 ans de ma vie en compagnie de mes enfants. Et en rentrant en France, j'ai été retenu à la ZAPI 3, c'est-à-dire à la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pendant 8 jours avant notre admission en territoire français. Et donc ça me touche personnellement et ça me rappelle des souvenirs. Et j'abonde dans le sens de M. Dabbouz quand il dit que d'abord les centres de rétention n'ont pas à être gérés par le Croissant Rouge algérien. Le Croissant Rouge algérien est un organisme qui se doit de rester neutre. Absolument neutre. Il n'a pas le droit de décider ni d'encadrer l'expulsion des migrants ou des réfugiés eux-mêmes. Et donc, et là, j'aimerais bien, et j'abonde toujours dans le sens de M. Dabbouz, pour dire que d'abord, l'Algérie n'a pas le droit de faire appel au pays d'origine, c'est-à-dire ni de recevoir des instructions du pays d'origine pour le rapatriement de ces réfugiés. C'est contraire à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1952. Et pour rebondir, c'est-à-dire un peu sur les propos racistes, abjects et xénophobes de Madame Saïda Benahbiles au micro de notre confrère Qada Ben Ammar, j'aimerais lui demander si ce ne serait pas son séjour en Suisse qui lui serait un peu monté à la tête, pour manquer de la sorte à nos valeurs de tradition et d'hospitalité envers nos frères et nos amis de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie est un pays très vaste et nous savons partager. Maintenant, moi, j'ai une question à poser, Yadjama, j'ai une question à poser parce que c'est un peu plus grave que ça même. J'aimerais savoir, est-ce que ces faits, c'est-à-dire tous ces faits comme l'incendie qui a coûté la vie à 18 personnes, dont 9 enfants, ne l'oublions pas, 9 enfants, et puis la déclaration de la raciste Madame Saïda Benahbiles, est-ce que ces faits n'auraient pas été corrélés et même prémédités pour pousser nos amis africains à la sortie? Voilà, je vous remercie, Monsieur Djamaldin. Merci, mais restez avec nous, Iskandar Debbache. J'accueille à présent Dorman, notre ami Dorman, Abdelwahab Dorman.
Est-ce que vous êtes avec Abdelghani Dourman? Est-ce que vous êtes avec nous? Nous l'avons perdu, je crois. Très bien. Nous essayons de le rappeler parce qu'il voulait s'exprimer sur la question. Je reviens à Salah Dabbouz. Salah Dabbouz, et si demain, une vraie organisation humanitaire, pas le Croissant Rouge de Ben Hbels, décidait d'ester le Croissant Rouge en justice pour avoir causé la mort de ces gens et pour s'être prêté à des opérations d'expulsion, de rétention de population, est-ce que cela pourrait se faire? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut saisir la Croix et le Croissant Rouge international sur cette histoire et leur dire que s'ils cautionnent une telle démarche, et leur signifie que si eux ils cautionnent une telle démarche, cela veut dire qu'ils discréditent toute cette institution humanitaire parce que au cours de son intervention, Mme Belhbiles n'a pas hésité à dire qu'on a même été félicité par la Croix-Rouge internationale. Elle a dit que le 13, je crois, janvier, elle aurait reçu des félicitations de la Croix-Rouge internationale pour le bon travail qu'elle fait en encadrant cette opération de rapatriement. Nous voudrions savoir si la Croix-Rouge internationale encourage ce genre d'activité. Cela voudra dire que maintenant ce n'est plus seulement le Croissant Rouge algérien, mais aussi la Croix-Rouge internationale qui est à dénoncer. Ensuite, si on observe que le Croissant Rouge algérien et la Croix-Rouge internationale sont impliqués dans cette histoire scandaleuse, en ce moment-là, je pense que des ONG, des victimes, peuvent rester en justice, ne serait-ce que symboliquement, ces institutions qui font semblant de travailler dans l'intérêt du respect des droits humains, alors qu'ils travaillent à l'encontre de ces intérêts et donc ils consacrent la violation des droits humains. Salah Dabbouz, avant de vous poser une question, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir le standard pour ceux d'entre eux qui souhaitent s'exprimer sur la question. Mais sinon, Salah Dabbouz, vous-même, en tant que responsable d'une ligue importante des droits de l'homme, la plus importante peut-être en Algérie, vous ne pensez pas entreprendre une action en justice contre ce genre de pratiques? Alors, entreprendre une action en justice contre ce genre de pratiques, en Algérie, on n'a pas qualité. La loi algérienne ne reconnaît pas aux ONG la qualité d'ester en justice qui que ce soit, ou de représenter des gens en justice sans leur consentement. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une victime de cette action. Du moins accompagner les victimes. Accompagner les victimes. On peut même pas, c'est-à-dire on peut déléguer des avocats de la Ligue à la demande des victimes pour rester en justice, on peut rester en justice au niveau national. Au niveau international, bien sûr que la ADDH présente des rapports régulièrement aux institutions internationales pour dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. Concernant ce cas en particulier, concernant cette affaire en particulier, qu'est-ce que vous pensez entreprendre? Justement, j'ai proposé par un courrier aux membres de bureau de nous réunir pour préparer un dossier, comme on l'a fait dans d'autres affaires, celle des avocats de Ron, celle de Rabdaya, celle du gaz de schiste, etc., pour saisir les institutions internationales, parce que c'est une affaire très très grave. Restez avec nous, Salah Dabbouz. Abdelghani Dourman, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, salam alaikum, monsieur, merci à vous, si Jamaldine. Wa alaikum salam, barakallahu fik. Je vous en prie, vous souhaitez vous exprimer sur la question? Oui, d'abord, je ne connais pas les circonstances du sinistre, mais je pense en gros que c'est dû vraisemblablement à une absence de commodité d'hébergement dans ce centre d'accueil. Pourtant, la présidente, Madame Ben Hbels, en l'écoutant à plusieurs reprises dans des émissions télévisées,
elles ne cessent de déclarer qu'ils sont reçus et encadrés dans des conditions humaines de respect et de dignité. Moi, ce que je doute. Je voudrais rebondir sur les aspects toujours concernant ces déclarations, parce que elles n'arrêtent pas de parler au-delà de cette ségrégation. En disant que c'est seuls les Nigériens qui étaient concernés par ce rapatriement dans leur pays d'origine. Elle a évoqué le fait qu'ils soient entrés en Algérie de façon illégale. Alors je me demande une personnalité qui est première responsable d'une ONG dite entre guillemets ONG non gouvernementale et qui dit qui ignore la Convention de Genève ou qui oublie dont l'Algérie est signataire. Il y a quelque chose qu'on appelle une entrée en matière. C'est-à-dire que des gens qui fuient soit les guerres ou la pauvreté ou tout ce qui les motive pour aller dans un pays tiers, signataire de la Convention de Genève de 1952, ils n'ont besoin ni de passer légalement, ni de visa, ni rien. Ils n'ont qu'à traverser et puis se présenter au premier poste ou je ne sais, à la première ville et dire voilà, moi je demande asile dans ce pays. Ça s'appelle une entrée en matière. Alors, en écoutant Madame Benhabel parler comme si elle parlait au nom du gouvernement, là, je suis sidéré, je tombe des nues. Restez avec nous, Abdelghani Dourman. Restez avec nous. Nous allons prendre quelques appels. Hassan, Madame Hassan de Hassim Saoud. En écoutant Madame Benhabel parler comme si... Madame Hassan de Hassim Saoud. Oui, Madame Hassan, je vous en prie. C'est Jamal. Oui, تفضلي Madame. أهلا بك سي جمال، أهلا بك. أهلا بك، مرحبا بك، merci d'être avec nous. toujours Madame Hassan أمين الولايات جمعية الفقر المرأة الجزائرية. أهلا بك يا مدام، أهلا بك. يا سي جمال أنا واش نقول لك، أنا من 96 ملي تأسس المكتب تاع الجمعية en tant que جمعية وطنية، ils m'ont saboté sur toute la ligne. Ils m'ont saboté les autorités locales de Hassim Saoud et de Ouajla, le Wali, le chef d'Aïra, les présidents de l'APC, en aucun cas. Dernièrement, j'ai construit mon bureau avec mon propre argent. Et pour vous dire, en ce qui concerne Saïda Benhabel, elle n'est en aucun cas, elle n'a aucune humanité. Je la connais très bien. Elle a dit le programme d'action, ou elle a dit le Béchi Aïra. Dernièrement, je l'ai appelé pour ce qui concerne le croissant rouge algérien situé au niveau de Hassim Saoud. Elle m'a rejeté complètement en l'air. Elle m'a menti sur toute la ligne. ودايا حبابها وناسها اللي تعاونوا في الكرواسون روج وما يندير حتى قصه من الفقير من الغبي من اليتيم حتى الواحد. Oui, merci Madame Hassan. Salah Hajjab, je reviens à vous avant de vous libérer. Un dernier mot sur cette tragédie. Un dernier mot, la dame. Allô? Oui, je vous écoute, Salah. Je vous écoute. Donc cette institution, ou cet organisme, elle est volée, elle fait plus son travail. C'est pour ça elle est utilisée pour faire plaisir à son entourage, pour placer ses amis, comme les différentes institutions qui sont spoliées par le pouvoir. Donc aujourd'hui, moi j'appelle cette dame-là et j'appelle tous les Algériens qu'ils ont des informations concrètes avec des documents, avec des témoignages, qu'ils te contactent toi, Jamel, et après c'est facile de rentrer. Il faut absolument mener un combat, et ce combat c'est à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est avec l'aide de tout le monde qu'on va pouvoir remettre les choses dans l'ordre. Juste un point. Cette histoire de dire ce sont des sans-papiers, ce sont des haragas et ils ne sont pas des réfugiés, c'était juste un argument pour faire passer ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on a vu la dernière fois avec nos confrères syriens
quand ils ont voulu les bloquer, ils leur ont retiré, ils leur ont imposé le visa, et après ils leur ont même retiré le premier document, le premier RCPC de 3 mois. Ils ont récupéré qu'un petit document, et depuis ils viennent plus. Et Madame Hbilis, elle est allée jusqu'au point de dire, ces gens-là, on leur a proposé des centres d'accueil, mais apparemment leur culture, elle les pousse à aller dans la rue, elle les pousse à aller faire la mendicité. Ça, c'est du n'importe quoi, c'est du mépris. Merci. Il y a même une phrase qui a été dite avant-hier sur une chaîne de télé. Le journaliste a répété qu'elle a dit on les a ramassés de la rue, c'est déjà bien. Moi, j'aimerais bien rappeler à cette dame, Ben Hbilis, que c'est pas de l'argent de son argent à elle ou sur l'argent de son chef qui l'a placé. C'est l'argent de ces pauvres-là, et ça vient soit du pouvoir d'État d'Algérien, sinon ça vient des institutions internationales qui financent ces actions-là. Donc elle, comme on dit en dialecte algérien, l'amziya fil haml eid, l'amziya parce que l'argent ça vient des institutions spécifiques. Et merci, voilà. merci beaucoup Salah Hijab. Je vais prendre Tahar de Cheraga. اهلا بك ستار. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بك ستار. عندك لو سوبريتي سيناتور. Sénateur. Je vous en prie, Sitar. Parlons en arabe ou en français? Comme vous voulez. Bon, le premier point, c'est le JGF qui est responsable. Les gardes frontières sont consommés de ce problème. Et tout le monde se ressemble avec leur casque. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on chasse que le Nigérian, Malien, plutôt Malien, Éthiopien, Nigérien, pourquoi pas? Parce que d'après Ben Hbilis, comme il a répété M. Salah Hijab, Harraga Ougda. Non, donne-moi 500 à 1500 euros par famille, quoi foot avec le problème تاع البطريق. mais Tahar, tout le monde sait que les pauvres migrants subsahariens, depuis qu'ils mettent les pieds dans le pays, c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps pour arriver au Maroc, 4-5 ans généralement de traversée, parce qu'ils sont obligés de travailler, moitié pour vivre et moitié pour casquer. Il y en a même qui vont mendier pour donner tchepa, pour ne pas être expulsés, etc. Tout le monde le sait, là. Venez. Vous m'entendez? Oui, je vous en prie. Tahar, je vais donc vous laisser. Merci d'avoir appelé. Je vais reprendre Iskandar Debech avant de le remercier. Un dernier mot, Iskandar. Iskandar Debech. Nous l'avons perdu. Iskandar Debech est avec nous. Iskandar, nous l'avons perdu. Au statut général des réfugiés, notamment en son préambule et en son article 172, qui dit expressément que le pays d'accueil doit assurer les moyens d'existence aux réfugiés qui arrivent dans ce pays. De plus, ils ne sont pas tenus de présenter des documents de voyage comme par exemple un visa ou un passeport, etc., ou ni même une carte d'identité. Et le simple fait qu'ils se trouvent sur le pays d'accueil et ils font une déclaration aussi bien de demande d'asile qu'une déclaration d'identité qui les suivra pendant tout leur séjour dans le pays d'accueil. Mais en plus de ça, ce n'est pas le Croissant Rouge qui paye la prise en charge, mais la prise en charge elle est payée sur un budget qui est accordé au Croissant Rouge par l'UNHCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat aux réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, qui accorde annuellement un budget à ces ONG pour accueillir et encadrer ces réfugiés. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un audit, justement, un audit sur la comptabilité de cette organisation qui est le Croissant Rouge algérien. Et en plus, moi ce que j'aimerais dire à Madame Behbiles, c'est qu'est-ce qui lui permet de parler au nom des Algériens. Voilà, M. Michenouf. Avant que vous partiez, est-ce qu'il y a du racisme chez les Algériens? Est-ce que les Algériens sont racistes? Les
Algériens ne sont pas racistes, ya Jamal. L'Algérien, bien au contraire, l'Algérien Insan Karim, les Algériens Karam sont des gens accueillants, et des gens, le peu qu'ils ont, ils le partagent. D'ailleurs, vous savez, il y a un dicton chez les Algériens. Je le dis ça en langue arabe, يقول لك القدرة إلا طابت على ثلاثة يقدروا يأكلوا فيها 4 ولا 5. C'est dire à quel point ils sont accueillants et savent partager. Ils n'ont pas cette mentalité de racisme, ni de rejet de l'autre, ni de xénophobie. Bien au contraire, haja. C'est Madame Benhabiris qui est une raciste pathologique et qui le fait savoir. Iskandar, au plaisir de vous revoir. Je prends à présent Abdelghani Droman pour un dernier mot avant de le remercier. Oui, allô. Donc voilà, comme dernier mot, je voulais dire qu'en l'absence de vraies ONG dans notre pays, pour faire justement face à ce type de situation, vous savez, avec la situation des guerres et tout ça, moi je propose aux activistes et autres militants des droits de l'homme dans notre pays de saisir le CICR, dont dépend justement le Croissant Rouge algérien, afin justement de dénoncer ces dérives et de restituer cette ONG acquise de droit, c'est-à-dire à la société civile. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Une dernière question, Abdelghani Droman. Est-ce que nous sommes racistes? Oui. Est-ce que nous sommes racistes? Je vous entends pas, est-ce que vous m'entendez là? Oui, là je vous entends mieux, oui. Est-ce que nous sommes, nous autres Algériens, Maghrébins d'une façon générale, est-ce que nous sommes racistes? Non, on n'est pas raciste. Le racisme, c'est vraiment autre chose. Mais quand même, on a quelques trucs par rapport à la différence, quelques instinctifs, tout ça, mais ça n'ira pas jusqu'à au racisme, quoi. Non, on n'est pas raciste. Très bien. Alors, je reviens, merci Abdelghani, je reviens Salah Dabouz, nous arrivons à la fin de l'émission. Il nous reste environ 4 minutes. À vous la parole. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour essayer de soulager un peu ces migrants de toutes les misères qu'ils endurent? Alors écoutez, pour ce qui reste du temps de l'émission, j'ai juste à dire 2 choses. Premièrement, je remercie d'abord le monsieur qui a parlé, parce que il y a 4 ou 5 personnes qui sont intervenues, je n'ai pas retenu le nom, qui a parlé des formalités, et il a très bien fait. C'est des formalités que le pouvoir algérien, l'État algérien doit respecter. On n'a pas parlé de ça parce qu'on est dans une phase beaucoup plus grave, c'est-à-dire que on n'est même pas accueillant et on est complice de violations de droits de l'homme. Que dire des formalités qu'il faut faire une fois que la première étape, qui est l'étape d'accueil, accomplie. Je voudrais juste dire que il faut que la société civile authentique se mobilise réellement, parce qu'il n'y a pas que le problème des réfugiés, mais je voudrais signaler que tous les réfugiés qui transitent par l'Algérie, ce n'est pas un prototype identique. Il n'y a pas que des gens qui montent, il n'y a pas que des gens qui transitent, il n'y a pas que des gens qui font des choses. Il y a des gens qui travaillent. Moi, j'ai rencontré des travailleurs, ils font de l'excellent travail que ce soit l'agriculture, dans le bâtiment, beaucoup d'activités, ils le font excellemment bien. Mais il y a d'autres qui transitent, il y a d'autres qui font d'autres activités, tout comme les citoyens algériens qui sont de toute nature. Maintenant, si à la question de dire si les Algériens sont racistes ou pas, moi je pense que pour l'ensemble des Algériens, il n'y a pas cette maladie de racisme, cette phobie, mais il y a quand même, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire, il y a certains comportements qui sont un peu racistes et qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour chasser. Ça se trouve à l'intérieur du pouvoir comme ça se trouve à l'extérieur du pouvoir. Merci Salah Dabouz, en espérant vous revoir bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup. L'Algérie et le Maghreb d'une manière générale sont devenus des pays dont de très nombreux jeunes n'ont plus qu'un rêve, pouvoir s'en aller, traverser la Méditerranée, pouvoir s'installer en Europe. Mais la position géographique de ces pays, de nos pays,
qui se trouve entre le reste de l'Afrique et l'Europe, on a fait des terres de transit pour des migrants de plus en plus nombreux, venus de pays frappés par la misère ou la guerre et qui, à l'instar de nos jeunes, veulent aussi aller en Europe. Ces pays, les nôtres, ne semblent pas s'être préparés à de tels flux migratoires. Le cadre habituel a déjà changé et presque toutes les villes de ces pays, surtout ceux qui sont sur la route de l'Europe, ne savent plus comment accueillir ces foules de migrants, comment les traiter de façon humaine. Pour le moment, ils sont refoulés vers leurs pays respectifs quand ils ne sont pas traités comme des bêtes, dans l'indifférence d'une société que cette présence dérange et où le racisme s'enracine de façon inquiétante et peu habituelle pour ces mœurs. La curieuse, très curieuse réaction de la présidente du Croissant Rouge est significative de cet état d'esprit et de l'improvisation des pouvoirs publics qui pourrait mener à de plus graves catastrophes que celle que vient de vivre Ouargla. Merci à mes invités, merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Salam alaikum, khawala khair, salama.